Bonjour et bienvenue dans ce cours numéro 9 du mardi 12 janvier 2021. Alors nous sommes dans l'étude du marché du travail suivant le courant de pensée néoclassique. Donc c'est pas forcément très simple, il y a des raisonnements un petit peu qui pourraient être formalisés, qu'on essaie de traduire avec le moins de symbolique mathématique possible. Alors la fois dernière, nous avions étudié une partie du marché du travail, c'est-à-dire l'offre de travail de la part de la population active. Donc ça nous avait permis de voir une approche individualiste du point de vue de la méthode. Nous avions mis en scène l'individu rationnel qui faisait des choix, l'individu calculateur qui essaie d'optimiser sa situation sous contrainte, et le fil conducteur du raisonnement était pour l'essentiel ce qu'on appelle l'arbitrage travail-loisir. Donc nous avions mis en scène un individu qui affectait son temps entre travail et temps de loisir, de non-travail, disons, sous contrainte, et nous avions vu à partir de là que la résolution de cette optimisation permettait de déduire l'offre individuelle de travail, fonction croissante du salaire réel, du pouvoir d'achat, du salaire, et nous avions vu que par un effet d'agrégation, puisque c'est aussi ça l'approche individualiste, on passe de l'individu à la société par un effet d'agrégation. Donc par cet effet d'agrégation, eh bien, les néoclassiques postulaient que l'offre totale de travail pour toute la population active était elle-même une fonction croissante du salaire réel, du pouvoir d'achat, du salaire. Alors aujourd'hui pour cette séance, nous allons nous attaquer à la demande de travail, l'autre partie du marché. Et donc la demande de travail, donc ça va être le deuxième morceau encore un peu délicat au niveau du concept, la période d'abstraction. On va quand même revoir peut-être plus familier un raisonnement individualiste avec encore un individu rationnel qui fait des choix sous contrainte, donc c'est quand même un contexte qui vous est un tout petit peu plus familier, et à l'issue de cette séance, donc on devrait arriver à déterminer la demande de travail, toujours pareil avec un point de vue, celui des néoclassiques. Alors, si on poursuit en suivant le plan, donc, ce qu'on va démontrer dans cette séance, c'est que sous les hypothèses néoclassiques, bien sûr, la fonction de demande de travail eh bien, s'établit de telle façon que la demande de travail des employeurs est une fonction décroissante du salaire réel, vous traduisez du pouvoir d'achat du salaire. Alors, comme pour l'offre de travail, nous allons raisonner en deux étapes. C'est un raisonnement donc individualiste du point de vue de la méthode, et nous allons tout d'abord regarder la demande individuelle de travail. Nous allons étudier le comportement individuel du demandeur de travail, de l'employeur, de l'entrepreneur, du chef d'entreprise employeur. Et là, si nous arrivons à établir une relation particulière, à trouver un résultat, avoir une loi, eh bien nous passerons à la demande totale de travail par une dynamique d'agrégation. Et puis c'est le mouvement de l'individualisme méthodologique, étudié du point de vue de l'individu et ensuite généralisé par agrégation, donc à l'ensemble des individus, ici les employeurs, le résultat obtenu. Alors, nous mettons en scène cet individu employeur qui est un individu réputé rationnel. Il évolue dans un univers de rareté, il effectue des choix dans cet univers de rareté, et il cherche à retirer des ressources rares un maximum d'utilité, de satisfaction, et on suppose qu'il est capable de faire les calculs nécessaires, les raisonnements nécessaires pour parvenir à cette optimisation qui détermine son comportement. Alors, nous allons, comme pour l'offre de travail là aussi, travailler en deux temps. Nous allons tout d'abord déterminer la variable explicative de la demande de travail, qui est donc le salaire réel. Il n'y a pas de suspense, j'annonce ce qu'on va démontrer. Donc le salaire réel, je vous rappelle, le pouvoir d'achat du salaire.
Et dans un deuxième temps, lorsque nous aurons mis en lumière cette variable explicative, nous nous intéresserons à la relation entre demande de travail et salaire réel pour établir la relation inverse qui était postulée en haut de cette diapositive. Alors, notre individu, il est supposé donc rationnel, il cherche à maximiser son profit. Ce qui veut dire ici que nous sommes à court terme et notre individu, il va mener un calcul coût-avantage en faisant varier la quantité de travail utilisée. Et dire que nous sommes à court terme, ça veut dire que le stock de capital, le capital étant l'autre grand facteur de production, le capital, lui, est une donnée. Alors, dans l'absolu, il pourrait varier, mais là, on serait à moyen-long terme. Hein, faire varier le stock de capital, ça veut dire, si on l'augmente, ça veut dire investir. Et donc, c'est une problématique qui s'inscrit dans le temps, qui est au-delà du court terme. Donc ici, nous sommes sur un temps court. Et pour augmenter la production, on ne peut compter que sur le travail à capital donné. Et donc notre employeur qui veut maximiser son profit, il va devoir déterminer la quantité optimale d'unités de travail lui permettant d'atteindre ce profit maximal sur un horizon de court terme à capital donné. Et donc il y a ici un raisonnement, par certains côtés un petit peu analogue dans sa structure à celui que nous avons mené la fois dernière sur l'offre de travail, un raisonnement de choix sous contrainte, un raisonnement d'arbitrage et un raisonnement marginaliste, c'est-à-dire qui porte sur des variations et même des petites variations par rapport à un état donné. Alors ici, c'est le travail dont il s'agit, et donc notre individu, ici, il se demande est-ce qu'il a intérêt à utiliser une unité de travail supplémentaire par rapport à ce qu'il fait déjà. Alors, deux conséquences là-dessus. La première, alors il y a un petit peu de vocabulaire, mais il ne faut pas se laisser impressionner. Si vous mettez en œuvre une unité de travail supplémentaire, eh bien, vous allez supporter un coût supplémentaire qu'on va appeler le coût marginal du travail. Alors C pour coût, petit m pour marginal, et L pour travail, parce qu'en anglais c'est labor. Et donc une bonne partie de la symbolique qu'on trouve généralement est dérivée de l'anglais. Donc là c'est un peu un hybride. En anglais on aurait petit m, CL, marginal cost of labor. Bon voilà, donc c'est en français mais avec des mots anglais. Bon, j'ai pris les usages les plus fréquents et aucune originalité. J'ai pris les symboliques les plus massivement utilisés. Donc si je mets en œuvre une unité de travail supplémentaire, que ce soit en heures ou en nombre de personnes, eh bien, je vais supporter un coût supplémentaire. Vous voyez, c'est à la fois un peu particulier comme raisonnement, mais rien d'extraordinaire non plus. Combien vaut ce supplément de coût engendré par un supplément de travail mis en œuvre? Combien vaut ce coût marginal? Eh bien, c'est tout simplement W, wage, le salaire que je vais devoir verser. D'accord? Donc, si j'utilise une unité de travail supplémentaire, je vais supporter un coût supplémentaire du fait d'utiliser plus de travail, c'est le salaire que je dois reverser. Alors, salaire horaire si c'est une heure sup, ou si c'est compté en heures, et salaire journalier, si j'embauche quelqu'un la journée, peu importe l'unité, vous pouvez toujours retomber sur vos pattes dans l'illustration. Alors, si notre employeur met en œuvre une unité de travail supplémentaire, certes, il va supporter un coût, mais n'oublions pas, il va pouvoir produire plus. C'est pas pour faire plaisir qu'il embauche des gens en plus, ou qu'il fait travailler des heures supplémentaires. C'est parce qu'il y a un travail à faire, d'accord? Et donc, il espère bien qu'on va pouvoir produire plus. Et là aussi, ce n'est pas la fin, produire plus, mais vendre plus. Si c'est pour faire du stock, c'est pas forcément la finalité. Alors, ça peut être un pis-aller temporaire, mais la vraie finalité, c'est le supplément de vente. Et donc, ici, si on vend plus, on va avoir une recette supplémentaire du fait d'avoir mis en œuvre plus de travail. C'est un petit peu par des calques de l'expression du haut, eh bien, ce qu'on va appeler la recette marginale du travail. Grand R, petit m,
grand L pour labor, recette marginale du travail. Alors, là où il y a encore un peu de vocabulaire, mais en termes marginalistes toujours, il faut mesurer, évaluer cette recette marginale du travail. Alors, comme c'est une recette, fût-elle marginale, une recette, c'est les quantités vendues multipliées par le prix de vente. Donc, il faut adapter la formule que l'on connaît de la recette à la recette marginale. Alors, ça nous donne quoi? Eh bien, ça nous donne l'idée que la recette marginale du travail, eh bien, c'est le prix auquel vous allez vendre les quantités supplémentaires, P, le prix du marché des biens et services, et multiplié par une quantité. Alors ici, je n'ai pas mis Q pour la quantité, mais j'ai introduit l'aspect marginal, c'est-à-dire PML, c'est la productivité marginale, L, donc du travail. La productivité marginale du travail, c'est une quantité, c'est la quantité de production supplémentaire obtenue par la mise en œuvre d'une unité supplémentaire de travail. Et donc c'est un peu lourd du côté du vocabulaire. Si on passe par les expressions coût marginal du travail, recette marginale du travail, productivité marginale du travail, ça paraît un peu jargonnant au début, mais finalement ça allège l'expression et ça évite peut-être même de bafouiller. Voilà. Alors, donc, si on résume ce qu'il y a sur cette diapositive, il y a l'idée que si un employeur fait travailler quelqu'un 1 heure de plus, par exemple, il va d'un côté supporter le coût d'1 heure supplémentaire, le coût marginal du travail égal à W, le taux horaire de l'heure supplémentaire, mais en même temps, il va, grâce à cette heure de travail en plus, pouvoir produire plus, à terme vendre plus, avoir une recette supplémentaire, et cette recette supplémentaire, cette recette marginale du travail, c'est donc le prix auquel vous vendez multiplié par la quantité supplémentaire produite grâce au travail supplémentaire mis en œuvre, c'est-à-dire la productivité marginale du travail. Voilà. Alors, à partir de là, voilà, donc je me suis concentré sur l'explication en essayant d'être le plus simple possible. Donc voilà, j'ai oublié de faire défiler le diaporama, hein, donc je vous ai mentionné la définition, voilà, voilà, j'ai noté tout ce que j'ai dit oralement, hein, la quantité supplémentaire, voilà, avec la recette, hein. Donc voilà noté, éventuellement vous pouvez interrompre la vidéo si vous voulez lire tranquillement les deux lignes là, enfin les deux rubriques que je viens de faire apparaître. Et donc l'enjeu, alors peut-être que je vais l'afficher après, l'enjeu pour notre producteur, s'il utilise une unité de travail en plus, d'un côté il a un coût supplémentaire qui fait baisser son profit, mais de l'autre il a une recette supplémentaire qui fait augmenter son profit. Donc la même cause produit deux effets de sens contraire. Et donc, pour notre employeur, l'enjeu, c'est de savoir jusqu'à quand il va mettre en œuvre des heures sup, ou mettre en œuvre du travail en plus, si c'est en nombre de personnes, et de façon à ce que son profit augmente. Alors, il faut mener un raisonnement ici d'optimisation. Si, en mettant en œuvre une unité de travail supplémentaire, le coût supplémentaire que vous obtenez est inférieur à la recette marginale, à la recette supplémentaire que vous obtenez. Votre profit augmente, et donc, ça va vous inciter à recommencer et voir, et avec une unité en plus, est-ce que cela ne ferait pas encore augmenter mon profit? Et vous allez continuer ainsi à mettre en œuvre du travail supplémentaire, tant que le supplément de recette va être supérieur au supplément de coût, tant que la recette marginale du travail va être supérieure au coût marginal du travail. Maintenant, vous allez continuer jusqu'à quand? Eh bien, il faudrait que vous n'arriviez pas dans la zone où, en mettant une unité de travail supplémentaire en route, vous obteniez un coût supplémentaire qui devienne supérieur à la recette supplémentaire. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'en mettant en œuvre une unité de travail, le coût marginal du travail
devienne supérieure à la recette marginale du travail, parce que dans ce cas-là, cela ferait baisser le profit. Donc, l'optimum, où est-ce qu'il va être? Eh bien, l'optimum, c'est l'idée que vous ne souhaitez pas avoir un coût marginal du travail supérieur à la recette marginale du travail. Ça, je pense que c'est clair. Et vous ne souhaitez pas non plus avoir une recette marginale du travail supérieure au coût marginal du travail, au sens où si vous avez plus de recettes que de coûts, certes, vous avez du profit, mais vous n'avez pas atteint le maximum de profit, d'accord? Donc il faut embaucher, mettre en œuvre du travail en route, tant que ça fait monter le profit, tant que la recette marginale est supérieure au coût marginal du travail, mais sans s'installer dans cette situation-là, et sans atteindre la situation inverse où le coût marginal est inférieur à la recette marginale du travail. Ce qui fait que l'optimum va être obtenu à travers la double négation, ni la recette marginale du travail inférieure au coût marginal du travail, ni la recette marginale du travail supérieure au coût marginal du travail, ce qui fait que l'optimum de l'employeur, son profit maximal, sera atteint lorsqu'il mettra en œuvre un volume de travail tel que le supplément de recette marginale du travail qu'il obtiendra sera égal au coût marginal du travail obtenu, lorsque le coût de la dernière unité de travail utilisée égalisera la productivité marginale de cette unité de travail. Voilà. Donc c'est ainsi que vous avez l'optimum. Et ensuite, 3 lignes au-dessus, là, si on mesure recette marginale et coût marginal du travail, en reportant ce qui était dans le haut de la diapositive, eh bien le coût marginal du travail, c'est W, le salaire. La recette marginale du travail, c'est le produit du prix de vente du produit par la productivité marginale du travail. Et si vous réarrangez cette expression, il vient W sur P, le salaire réel, égale la productivité marginale. On a bien l'idée que notre employeur mettra en œuvre du travail jusqu'au moment où la dernière unité de travail qu'il va mettre en œuvre, eh bien, générera un supplément de coût qui égalisera le supplément de production engendré par cette unité de travail supplémentaire. Et là, notre producteur maximisera son profit. Au-delà, son profit baisse. En deçà, son profit est inférieur à ce qu'il pourrait avoir à l'optimum. Donc, nous avons ici obtenu l'optimum pour notre producteur. Nous avons établi que selon les néoclassiques, toujours, si on change les hypothèses de raisonnement pour aller dans une autre école de pensée, on mènera un autre raisonnement, on le verra plus tard, mais nous avons établi ici que pour les néoclassiques, la question de la demande de travail par les employeurs s'établit de façon centrale par rapport à une variable clé qui est le salaire réel. C'est ce que nous avons montré finalement depuis le début de cette séance. Maintenant que nous avons établi ce lien, il faut, deuxième étape, déterminer le sens de la relation entre la demande de travail et ce salaire réel, ce pouvoir d'achat du salaire. Est-ce que les deux grandeurs varient de concert? Ça, c'était le cas dans l'offre de travail. Est-ce qu'elles varient en sens inverse? Est-ce qu'on peut trouver une loi ou pas? Qu'est-ce qu'on peut dire sur la relation entre demande de travail et salaire réel, entre demande de travail et pouvoir d'achat du salaire? Alors, les agents économiques sont supposés être preneurs de prix, nous l'avons souvent dit, la fois dernière en particulier, c'est-à-dire que les prix du marché ici du travail s'imposent aux agents, mais ce ne sont pas les agents qui font le prix du marché. C'est-à-dire que le travailleur ne détermine pas le prix de son travail, ne détermine pas son salaire, il travaille au prix du marché, et l'employeur, dans cette vision de l'économie, n'est pas assez puissant et important pour faire le prix de marché. L'employeur, il embauche les travailleurs au prix du marché, on va dire aux usages dans la profession. À delta plus, delta moins près, en gros, voilà. C'est l'idée qui est, alors c'est une simplification, en partie abusive, mais bon, voilà, que pour
pour les gens qui ont déjà travaillé, voilà, si vous proposez, à la question quelles sont vos prétentions salariales, si vous répondez une rémunération qui est complètement en dehors des clous du marché, on va vous regarder un peu éberlué, ça va mettre fin à l'entretien assez rapidement, d'accord? Ou alors c'est que vous avez des attributs très très particuliers qui peuvent justifier le salaire que vous demandez, auquel cas vous êtes dans les prix du marché. Hein. On revient bien à ce qu'on a dit, et pareil pour l'employeur. Si l'employeur il propose trop bas par rapport au prix du marché, aux usages, il aura du mal à recruter. S'il propose trop élevé, mais là c'est lui qui n'est pas très rationnel, puisqu'il pourrait trouver autant de monde en étant tout simplement au prix du marché. Donc comme il est supposé être rationnel, nos néoclassiques disent qu'il va avoir tendance, même s'il se trompe une ou deux fois, à vite s'aligner sur le prix du marché, c'est-à-dire sur les usages moyens en vigueur, hein, si on le prend comme ça. Alors, ce qui veut dire que dans la relation de causalité salaire réel demande de travail, on va, avec des agents preneurs de prix sur le marché du travail, partir du prix, c'est-à-dire du salaire réel sur le marché, qui va être la variable explicative. Et donc, là aussi, nous allons nous demander des raisonnements marginalistes. Que se passe-t-il si le salaire réel augmente? C'est ce que j'ai écrit. Donc, je vous rappelle, comme la fois dernière, même symbolique, pour que ça puisse rentrer sur une seule diapositive pour votre regard. Hein. Delta pour variation. W sur P, c'est la grandeur qui varie, c'est le salaire réel. Et positif, ça veut dire variation positive, ça veut dire augmentation. Donc, supposons une augmentation du salaire réel sur le marché, pour différentes raisons. Si on est sur le SMIC, c'est l'augmentation du SMIC décidée par le gouvernement, par exemple. Ou supposons qu'il y ait une tension sur le marché du travail, on a besoin de personnel, les qualifications ne sont pas assez nombreuses, et donc pour pouvoir embaucher les gens, les usages se modifient, et donc le salaire réel augmente sur ce marché, par exemple. Alors, quelle est la conséquence de ceci? Eh bien, si l'optimum c'était que le salaire réel et la productivité marginale du travail étaient égales, désormais le salaire réel va être supérieur à la productivité marginale du travail, c'est-à-dire que le supplément de production en valeur va être moindre à la rémunération de l'unité de travail mise en œuvre. Donc nous avons un déséquilibre ici, donc ce qui fait que cela va peser négativement sur le volume de travail. Donc une augmentation si les salaires réels augmentent et qui sont supérieurs à la productivité des dernières unités de travail mises en œuvre, eh bien ça veut dire que les derniers salariés embauchés ne sont pas assez productifs pour le salaire réel W sur P sur le marché. Donc le comportement de l'employeur, ça va être de se défaire, selon les néoclassiques, de demander moins de travail, de se défaire donc de travailleurs en les licenciant, ou d'avoir moins recours à des heures supplémentaires, ou plus du tout. Et en se séparant des dernières heures, en ne faisant pas les dernières heures de travail, c'est-à-dire qui sont souvent, je sais pas moi, si vous travaillez 8 heures par jour, si vous travaillez une 9e heure, une 10e heure, ce ne sont pas forcément les heures les plus productives, vous voyez. Donc à ce moment-là, si vous faites sauter la 10e et la 9e heure de la journée pour n'en faire que 8, eh bien à ce moment-là, la productivité, globalement, va avoir tendance à augmenter, la productivité supplémentaire va augmenter. Si vous avez raisonné en termes de personnes, vous séparez de personnes, alors il y a peut-être des règles au niveau peut-être dernière arrivée, premier parti, bon, mais si vous avez le choix en tant qu'employeur, eh bien vous allez avoir tendance à vous défaire des travailleurs qui ont la productivité la plus faible. Et donc ce faisant, la productivité dans votre entreprise va augmenter du simple fait que vous soyez défait du ou des travailleurs les moins productifs, les moins efficaces, les moins performants. Voilà. Et à ce moment-là, vous retrouvez, W sur P va voilà, se retrouver comme ça, mais comme vous avez augmenté en
en renonçant des unités de travail, cela a provoqué une augmentation à la marge de la productivité du travail, eh bien, vous allez retrouver une situation telle qu'affichée ici, c'est-à-dire un optimum pour le producteur qui, à nouveau, va maximiser son profit. Donc, voyez ici dans cette relation, si vous la prenez avec du recul, finalement sans trop crisper, vous pouvez la repasser sereinement en faisant des phrases, hein, ce ne sont que des symboles. Bien vous vous rendez compte qu'il y a une relation inverse entre d'une part le salaire réel et la demande de travail, puisque W sur P, le salaire réel à gauche, là, augmente, et quand vous lisez vers la droite, sur la ligne, vous passez sur delta L négatif, sur une diminution de la demande de travail. Donc, il semble que la demande de travail diminue lorsque le salaire réel augmente. Alors, c'est pas une démonstration au sens plein avec toute la rigueur des mathématiques, hein, on s'en inspire un peu, on allège pour que ce soit le plus supportable possible pour tout le monde et qu'on se concentre sur le raisonnement. De la même façon, on pourrait, pour cette relation inverse, on pourrait s'y intéresser en partant non pas d'une augmentation, delta positive, mais delta négative, partir d'une diminution du salaire réel. Et donc, à titre presque d'exercice, vous voyez que si le salaire réel diminue, eh bien vous allez avoir à nouveau un déséquilibre, mais sens inverse, le salaire réel va être inférieur à la productivité marginale du travail, c'est-à-dire que les dernières unités de travail vous rapportent beaucoup plus qu'elles ne coûtent, donc cela va, relation inverse, inciter à demander plus de travail par l'employeur, et la situation lui est favorable, mais à ce moment-là, vous allez faire bien peut-être une 10e, une 11e heure supplémentaire, et enfin une 10e heure dans la journée, une 11e heure dans la journée, hein, et donc ce sont les heures où les gens vont être hyper fatigués, vont produire un peu plus, mais pas beaucoup plus. En tout cas, le supplément de production va être de moins en moins important, et donc la productivité marginale, cette fois-ci, va diminuer jusqu'au moment où on retrouvera W sur P, le salaire réel, égal à la productivité marginale du travail, où pour cette dernière unité de travail, le coût engendré par cette nouvelle unité de travail sera égal au supplément de production engendré par cette nouvelle unité de travail. Et donc là aussi, une relation inverse entre le salaire réel et la demande de travail, cette fois-ci un salaire réel qui diminue et une demande de travail qui augmente. L'employeur sont là pour les néoclassiques, employant d'autant plus que les conditions de rémunération sont basses. Donc ce qui fait qu'au total, la demande individuelle de travail, pour les néoclassiques toujours, serait une fonction décroissante du salaire réel pratiqué sur le marché, c'est-à-dire que demande individuelle de travail et salaire réel, les deux grandeurs varieraient en sens inverse. C'est cela que cela veut dire. Si ça peut vous aider, là on a raisonné sur du travail, donc il y a un peu d'humain, même s'il est très abstrait. On avait dit souvent que les néoclassiques raisonnaient sur le travail comme s'ils raisonnaient sur des marchandises. Donc, si vous voulez vous faire le raisonnement sur des tonnes de blé au lieu d'avoir du travail sur le marché du blé ou le marché du pétrole ou des chaussures, enfin ce que vous voulez, et vous faites diminuer le prix des chaussures, c'est les soldes, et donc on en attend que la demande de chaussures augmente. Mais vous voyez qu'ils traitent le travail de la même façon qu'une paire de chaussures, et dans l'analyse, il n'y a pas de différence. Le travail est une marchandise, avions-nous dit, vous en avez l'illustration. Les relations de marché sur le marché des chaussures sont les mêmes. Si on étudiait le marché de la chaussure, on ferait exactement si on étudiait le marché suivant les néoclassiques, eh bien nous mènerions absolument le même raisonnement, en l'adaptant un petit peu, mais en gros le fond du raisonnement, le calcul serait absolument le même en termes marginalistes. Voilà, donc si ça peut vous aider de passer un petit peu par une marchandise et ensuite de revenir au travail en réfléchissant un petit peu sur le cours, ne vous en privez pas, parce que ce ne serait pas une analogie abusive, je vous dis, puisque nos auteurs néoclassiques voient
le travail comme une marchandise, il l'analyse comme une marchandise comme une autre, et en termes plus savants, nous avions dit que pour eux, le contrat de travail était un simple contrat de louage, hein, et non pas quelque chose de spécifique régi par un droit particulier, le droit du travail, comme ce le sera progressivement dans la toute fin 19e et le début du 20e siècle. Alors, voilà un petit peu la relation ici qui est obtenue. Donc ça, c'est pour la demande individuelle de travail, fonction décroissante du salaire réel, du pouvoir d'achat du salaire, donc sur le marché. Et donc, à partir de là, puisque nous avons dégagé une loi qui serait censée, pour les néoclassiques, nous expliquer le fonctionnement de l'individu employeur, entrepreneur, demandeur de travail sur le marché, eh bien, pour avoir la demande totale par les entrepreneurs employeurs sur le marché, nos auteurs néoclassiques nous disent, eh bien, il suffit d'agréger les comportements individuels, hein, c'est la démarche individualiste méthodologique, et donc à ce moment-là, avec le même calibrage du plan que pour l'offre de travail, eh bien, par un effet d'agrégation, la demande totale pour les néoclassiques est une fonction croissante du salaire réel, c'est-à-dire que le résultat à la ligne précédente est censé être transposable par un effet d'agrégation. Et donc la demande totale de travail sur le marché serait pour les néoclassiques une fonction croissante du salaire réel. Alors, nous en sommes arrivés à un point, donc c'était cette séance et la précédente, c'était, je crois, les deux un petit peu ardus, quoi, parce qu'il y a un fond un peu mathématisé, et derrière il y a pas mal de vocabulaire, c'est un peu lourd, ça peut paraître jargonnant, donc il faut peut-être se repasser le raisonnement doucement, si vous voulez. Donc nous en sommes arrivés, sur cette séance et la séance précédente, à étudier donc d'une part l'offre de travail des travailleurs comme une fonction croissante du salaire réel, c'est-à-dire du pouvoir d'achat des salaires. Nous en sommes arrivés aujourd'hui à dégager l'idée que, selon les néoclassiques toujours, la demande de travail par les employeurs, par les entrepreneurs employeurs, serait une fonction croissante du salaire réel. Donc nous avons étudié l'offre et la demande de travail, et donc la fois prochaine, nous prendrons ces deux résultats et nous formerons le marché du travail, c'est-à-dire que nous ferons se confronter l'offre et la demande de travail, nous déterminerons un équilibre sur le marché du travail et nous en déduirons ce qui est notre objet d'étude, même si avec les efforts sur la dernière séance, on semble l'avoir un peu perdu de vue. N'oublions pas que nous, ce qui nous intéresse, c'est le chômage en particulier, et que ce long détour est là pour comprendre le chômage vu par les néoclassiques. Et vous allez voir le raisonnement assez particulier. Il fallait faire ce détour si on veut comprendre comment une école de pensée importante, donc fin 19e jusqu'à la mi-20e siècle, mais une école de pensée qui, au sens large, dure avec des ramifications. Hein. Vous avez des écoles aujourd'hui néoclassiques ou d'inspiration néoclassique, et donc ça vaut le coup de faire cet effort là sur cette séance et la fois précédente, parce que ce sont des raisonnements qu'on retrouve et qui sont avec des modifications, des sophistications, bon, qu'on n'ira pas voir, hein, mais qui sont toujours présents et à la base de l'inspiration. Et on va en parler aussi de certaines politiques. Vous voyez, par exemple, vous sentez venir, ah oui, c'est peut-être de là, vous dites que avec la demande de travail, l'employeur embauche d'autant plus que le pouvoir d'achat, que le salaire réel est faible, la fonction décroissante du salaire réel. Ah, donc c'est peut-être pour ça que certaines disent, pour résorber le chômage, il faudrait baisser le coût du travail. Vous voyez, hein, ce raisonnement, il vient par exemple d'une inspiration néoclassique. Donc c'est quelque chose qu'on entend, c'est un point de vue parmi d'autres, hein. Je ne dis pas que c'est une vérité, c'est le moins qu'on puisse dire, mais vous voyez que c'est quelque chose qui s'entend parfois assez souvent, de gauche comme de droite d'ailleurs, paradoxalement, et en fait, si vous voulez comprendre quelque chose d'où ça vient, bon, on peut supposer que c'est une croyance un peu mystique comme ça, mais en fait, c'est le point de vue
c'est un point de vue scientifique, mais un point de vue d'un raisonnement qu'on identifie comme un raisonnement néoclassique. Et donc c'est vers ça qu'on va aller, si vous voulez, grâce à cet effort un peu intellectuel là, que l'on fournit, mais qui, je crois, est nécessaire pour comprendre un peu les relations et les provenances de certaines choses qu'on entend aujourd'hui. Et donc voilà, c'était quand même la commande qui m'était passée. C'était pas, vous me demandiez pas de faire un cours de la pensée économique, point, mais c'était de faire un cours de la pensée économique qui permette de comprendre d'où viennent certaines propositions de politique économique, d'analyse qui sont faites aujourd'hui et qui finalement concernent nos vies lorsqu'elles sont mises en œuvre. Puisque vous voyez, finalement, ce que nous venons de faire sur cette séance et la séance précédente, ça peut paraître assez abstrait, on aurait pu le faire entièrement mathématisé, ça aurait paru encore plus abstrait, pour ne pas dire un peu déconnecté. Or, en fait, nous allons voir sur la séance et les deux séances prochaines que nous allons en gros nous rabattre très, très fortement sur je dirais presque sur la vie quotidienne. Et donc, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si abstrait que cela a un impact sur le quotidien, sur des mesures qui peuvent être prises, que ce soit à l'époque pour les jeunes, le CPE, vous voyez, il y a eu des contrats première embauche, cette idée d'une sorte de SMIC jeune, etc., pour favoriser l'emploi des jeunes. Voilà, mais vous êtes en train de vous dire, ah mais oui, ça vient peut-être de cette inspiration néoclassique, et en disant que c'est un point de vue et que c'est pas le seul, donc ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres politiques possibles. Voilà, alors ça ne veut pas dire qu'il faut augmenter le SMIC nécessairement pour que le chômage soit résorbé, c'est pas ça que je dis, voilà, mais voilà, vous avez tout un tas de choses comme ça qui s'entendent aujourd'hui et dont on essaie de débusquer un petit peu les racines par une étude de la pensée économique et des courants de pensée en essayant de montrer ces filiations. Voilà. Donc je vais arrêter de dire qu'on va le faire, mais c'était un petit peu un propos d'étape pour vous rassurer par rapport à ces deux séances un petit peu ardues, j'en ai conscience, et on va retomber, je dirais, sur nos pattes, c'est-à-dire voilà, qu'on va se rapprocher de points de vue et d'illustrations voilà, qui vont devenir de plus en plus faciles par rapport à telle ou telle mesure que l'on a pu rencontrer là, sur les 10, 20, 30 dernières années, là, autant que notre mémoire d'actualité nous le permet. Voilà, donc cela met fin à cette séance, et donc la fois prochaine, le marché du travail. Donc à partir de là, nous extirpons une vision du chômage, celle des néoclassiques. Vous allez voir que c'est pas inintéressant, c'est surprenant en tout cas, et l'inspiration un petit peu de ces analyses, et puis nous changerons pour aller voir l'autre grand point de vue, le point de vue keynésien, qui a aussi son intérêt et une portée importante pour comprendre l'emploi, le travail et le chômage, donc qui est notre thème un petit peu fil rouge. Bien, donc bon travail, parce qu'il va falloir faire peut-être plusieurs visionnages ou ralentir un peu la vidéo, et à la fois prochaine. Allez, au revoir.